Elle aida un homme grelottant à entrer dans le refuge, ignorant qu'il était milliardaire et fuyait son propre mariage. Je n'ai pas le temps de m'expliquer. Je ne peux pas appeler la police. Ils me recherchent déjà. Mais je n'ai rien fait de mal. Tu grelottes dans la neige et tu parles de justice. Entre. Si tu es un homme mauvais, je serai le premier à le savoir. Le vent rugissait comme une bête furieuse devant la vieille porte en bois du refuge, frappant le bâtiment de rafales glaciales. La neige soufflait latéralement en d'épais rideaux, engloutissant la ville de blanc. Sarah pressa sa main contre la vitre, plissant les yeux à travers le givre tandis qu'elle inspectait la rue une dernière fois avant de fermer la porte pour la nuit. C'était la veille de Noël, mais pour elle, c'était comme n'importe quelle autre nuit froide et solitaire. À 32 ans, Sarah paraissait plus âgée que son âge. La vie n'avait pas été douce. La légère cicatrice près de son œil droit, sa façon de parler réservée et son habitude de vérifier à 2 fois avant de dire quoi que ce soit de personnel, tout cela indiquait un passé rempli de regrets et de trahison. Autrefois comptable respectée et promise à un avenir prometteur, elle avait passé 6 mois pénibles derrière les barreaux après avoir été victime d'un coup monté dans un scandale de fraude financière. Elle avait tout perdu, sa carrière, ses amis, sa réputation, mais pas sa conscience. Après sa libération, elle avait déménagé plus au nord, acheté un immeuble délabré avec le peu d'argent qui lui restait et l'avait transformé en un petit refuge. Elle l'appelait le refuge, un lieu pour ceux que le monde avait oubliés. Ce soir-là, seuls 4 résidents étaient à l'intérieur, 2 hommes dormant sur CS dans la salle commune, une femme âgée lisant à la lueur des bougies et une adolescente emmitouflée dans une couverture regardant la neige tomber par la fenêtre fendue. Sarah venait d'éteindre la lumière du couloir lorsqu'un coup violent frappa violemment la porte d'entrée. Elle marqua une pause, le cœur battant, puis attrapa le tisonnier en fer posé près de la cheminée et se dirigea prudemment vers l'entrée. Lorsqu'elle l'ouvrit, une bouffée de froid la frappa violemment, lui coupant presque le souffle. Là, voûté et tremblant, sur le seuil, se tenait un jeune homme. Ses cheveux trempés lui collaient au front, et du sang coulait en minces filets d'une entaille au-dessus de son front. Son pardessus, pourtant autrefois de prix, était déchiré au col et il manquait des boutons. Ses gants de cuir étaient trempés et raidis par le gel. Il la regarda d'un regard fou et suppliant. « Je n'ai pas le temps de m'expliquer. Je ne peux pas appeler la police. Ils me recherchent déjà, mais je n'ai rien fait de mal. » Sarah resserra sa prise sur le tisonnier, mais ne le leva pas. « Tu grelottes dans la neige et tu parles de justice, » dit-elle d'une voix calme et sèche. « Entre. Si tu es un homme mauvais, je serai la première à le savoir. » Elle s'écarta. Il hésita un instant avant de trébucher à l'intérieur, manquant de s'effondrer par terre. Elle referma la porte derrière lui et la verrouilla. « Assieds-toi, » ordonna-t-elle en le guidant vers un banc près de la cheminée. « Tu saignes. » « Ne bouge pas », il ne protesta pas. Elle l'enveloppa dans une couverture et lui tendit une tasse de thé chaud. Puis alla chercher la trousse de premier secours. À son retour, il essayait déjà de déboutonner son manteau, les doigts tremblants. « Laisse-moi », dit-elle en s'agenouillant à côté de lui. Le manteau se détacha, révélant un costume de créateur déchiré à la manche. Sous la chemise, elle aperçut un gilet trempé de neige et de sang. Ses chaussures, en cuir ciré, étaient éraflées, mais visiblement faites main. Elle nettoya la plaie sur son front et appliqua un petit pansement. Tout en travaillant, elle demanda « Quel est ton nom ?» Il hésita, puis, comme s'il décidait presque de lui faire confiance, dit « Thomas Whittaker ». Les mains de Sarah s'immobilisèrent un instant au milieu de ce mouvement. Elle le connaissait, non pas personnellement, mais par les gros titres, les revues financières. Whittaker, une famille aimant la technologie, une fortune ancienne, des scandales célèbres. Mais elle ne dit rien. Eh bien, Thomas Whittaker, tu as de la chance que je laisse toujours la lumière de ma véranda allumée. Tu as besoin de repos. Pas de questions ce soir. Tu peux rester dans l'arrière-salle. La porte n'est pas verrouillée, et je garde une batte près de la mienne. Il eut un léger rire, plus d'incrédulité que d'humour. Merci, acquiesça-t-elle d'un signe de tête, se levant. Des vêtements secs sont dans le placard du couloir. Je t'apporterai à manger. En s'éloignant, elle jeta un coup d'œil en arrière. Il resta assis, immobile, les yeux fixés sur le feu avec un regard qu'elle avait déjà vu sur son propre visage dans le miroir des années auparavant. Un homme trahi, qui saignait encore là où aucun pansement ne pouvait l'atteindre. Aucun fugueur ordinaire ne finissait dans une tempête de neige avec un costume plus cher que sa voiture.
Et Sarah, malgré toutes ses cicatrices, croyait toujours qu'il fallait donner une dernière chance aux gens. Les jours suivants, Thomas resta le plus souvent seul. Il resta dans la petite pièce du fond que Sarah lui avait préparée, n'en sortit qu'au moment des repas et ne s'attarda jamais une fois la vaisselle débarrassée. Il marchait les épaules légèrement voûtées, comme pour se fondre dans le décor, et il s'asseyait toujours, dos au mur. Sarah remarqua qu'il scrutait souvent la pièce, son regard scrutant les fenêtres, les portes et les visages inconnus, comme quelqu'un habitué à anticiper le danger. Il parlait poliment, d'un ton calme qui inspirait confiance aux autres, mais n'en disait jamais plus que nécessaire. Pas de détails superflus, pas d'anecdotes personnelles, juste de simples remerciements et des observations utiles. Pourtant, il y avait indéniablement quelque chose d'humain sous ce silence apparent. Un matin, après le petit déjeuner, Sarah le trouva sur une échelle dans le couloir, en train de réparer une ampoule vacillante qui l'agaçait depuis des semaines. Un autre jour, il passa 2 heures à réparer discrètement le robinet qui fuyait dans la cuisine. Lorsque le vieux générateur du refuge se mit à râler lors d'une vague de froid, il le remit en marche en 30 minutes. Les résidents commencèrent à l'apprécier. Il ne méprisait jamais personne, ne se comportait jamais comme s'il était au-dessus d'eux. Il aidait à plier le linge sans qu'on le lui demande, offrait de la nourriture aux autres plus âgés et, un jour, donnait son manteau à un nouveau venu trempé et gelé. Mais Sarah voyait plus que de la gentillesse. Elle voyait sa façon d'examiner le manuel du générateur comme s'il en avait écrit d'autres similaires. Sa façon de parler de câblage et circuits avec des termes que la plupart des gens n'utiliseraient jamais. La façon dont il a jeté un coup d'œil à l'écran de son ordinateur portable un soir et a murmuré « Ce tableau budgétaire a besoin d'une correction de formule dans la colonne F, le total est erroné de 6 centimes. » Il n'était pas seulement instruit, il était précis, expérimenté, et cela ne faisait qu'accentuer son silence sur le passé. Un soir, après que tout le monde soit allé se coucher, Sarah était assise à son bureau, triant les reçus de dons. Les finances du refuge étaient toujours à la limite de la survie. Ses mains étaient froides à cause du radiateur en panne, et les bougies vacillaient contre les murs. Elle envisageait de se coucher lorsqu'elle entendit quelque chose. Une voix, pas la sienne, pas celle de quelqu'un dans le couloir. « Nicole, tu as dit que ce serait propre. Alan, tu as menti. Ne fais pas semblant de faire ça pour moi. » Cela venait de la chambre de Thomas. Sarah se leva, le cœur battant. La voix n'était pas forte, mais elle portait le poids de quelque chose de profond et de brisé. Elle traversa le couloir, s'arrêta devant sa porte et écouta. « Je vous faisais confiance à tous les deux. Tout a disparu. » Sa voix. Craquelée, déchirée par le sommeil, mais accablée de douleur. Il rêvait. Mais ce n'était pas n'importe quel rêve. C'était un souvenir qui s'échappait des murs qu'il avait construits. Elle frappa doucement, puis ouvrit la porte. Thomas était emmêlé dans la couverture, le front trempé de sueur, le visage tordu par l'agonie. « Thomas, dit-elle doucement. Tu rêves. Tout va bien. Réveille-toi. » Il se redressa brusquement, haletant. Ses yeux écarquillés, fous l'espace d'un instant, se fixèrent lentement sur son visage. « Sarah, murmura-t-il. »« Désolé, tu criais, dit-elle d'une voix calme. »« Des noms ? Nicole, Alan ?» Ses mains tremblaient en se passant dans les cheveux. « Ouais, désolé. Je devrais dormir ailleurs. »« Tu es bien là où tu es, » dit-elle fermement. « Tout le monde a des fantômes. Le tien sonne juste un peu plus fort que la plupart. » Il la regarda comme s'il hésitait à parler. « Je ne veux pas te causer d'ennui, » dit-il finalement. Elle hocha la tête. « Je sais. » Elle n'insista pas, mais avant de partir, elle s'arrêta à la porte. « Thomas, quoi que tu fuis, sache que tu n'es pas obligé de fuir seul pour toujours. » Il ne répondit pas, mais tandis qu'elle s'éloignait, il murmura un merci discret, presque brisé. Et à cet instant, Sarah comprit quelque chose. Thomas ne se cachait pas seulement de quelqu'un. Il se cachait de la version de lui-même qui avait cru en des gens comme Nicole et Alan. Et une part de lui voulait encore croire en quelqu'un. La neige avait cessé la 3e nuit, mais le froid persistait dans l'air comme un avertissement. Sarah était assise près du feu, triant les factures de réparation, les yeux lourds d'épuisement. Thomas n'avait pas quitté sa chambre de la journée. Quelque chose dans le silence la troublait. Elle traversa le couloir et frappa. « C'est ouvert, » dit sa voix. Il était assis au bord de son lit, le regard fixé sur le sol. Ses mains étaient jointes,
sa mâchoire serrée. Il faut que je te dise qui je suis, dit-il. Sarah, assise en face de moi, attendait. Je m'appelle Thomas Whittaker. J'étais PDG de Whittaker Dynamics. Le nom résonna comme un poids. Tout le monde le savait. Un empire familial géant de la technologie. J'ai pris la relève après le décès de mon père. Trop jeune, disait-il. Mais je le construis plus grand, mieux. Puis je me suis fiancé à Nicole Harper. Elle dirige une start-up médiatique. Tout le monde nous appelait le couple en or. Je les crois, dit-il en se levant et en commençant à faire les 100 pas. Mais elle et Allen, mon meilleur ami et conseiller juridique, préparaient quelque chose. Ils ont falsifié ma signature sur des contrats d'investissement, ont injecté de l'argent dans des sociétés écrans et ont tout mis sur mon dos. L'estomac de Sarah se serra. Si j'avais épousé Nicole, elle aurait acquis une position légale sur nos biens communs. Ils ont tout minuté. Les contrats, la couverture médiatique pour qu'ils s'effondrent après le mariage, faisant de moi le bouc émissaire. Il marqua une pause, la regardant. Ils ont même divulgué de fausses preuves, des courriels, des documents. Soudain, j'étais devenue la méchante. Pourquoi ne pas aller voir les autorités, demanda Sarah. Je l'ai fait, mais allant avec quelqu'un à l'intérieur. Le jour même où je l'ai contacté, il était au courant. Une enquête interne a été ouverte, mais l'attention s'est portée sur moi. Des preuves fabriquées. J'étais fini si je restais, alors tu t'es enfui. Je n'avais pas le choix. Je devais disparaître, comprendre ce qu'ils avaient fait et trouver des preuves avant qu'ils ne me ruinent. Le feu dehors siffla doucement tandis que le silence s'installait. Puis Sarah parla, d'une voix calme. Moi aussi, j'ai tout perdu. Thomas la regarda. J'étais comptable. Quelqu'un a volé l'entreprise. J'ai signalé l'incident et j'ai été piégé. Ils ont utilisé mon identifiant, falsifié les chiffres. J'ai été arrêté devant tout le monde. Thomas n'a rien dit, mais son visage s'est assombri. J'ai passé 6 mois en prison. Pas de procès. Personne ne m'a cru. À ma sortie, j'ai tout quitté et je suis venu ici. J'ai construit cet endroit avec le peu qu'il me restait. Je suis désolé, dit-il doucement. Elle secoua la tête. Ne le sois pas. Ça m'a rendue plus forte. Et si jamais j'ai l'occasion de sortir quelqu'un de ces ténèbres, je le ferai. Elle se leva, la voix ferme. Tu n'es pas seul dans cette situation, Thomas. Si tu es prêt à te battre, je suis avec toi. Non pas par pitié, mais parce que je sais ce que c'est que de tout perdre et de vouloir encore croire en quelque chose qui vaut la peine d'être sauvé. L'expression de Thomas se fendit légèrement. Non pas de douleur ou de peur, mais plutôt de quelque chose qui ressemblait plus à de la confiance. Je ne sais pas ce qui va suivre, dit-il. Moi non plus, mais on trouvera une solution ensemble. À la fin de la semaine, le refuge semblait plus chaleureux. Non seulement grâce au système de chauffage réparé sur lequel Thomas avait travaillé, mais aussi grâce au changement tacite entre lui et Sarah, la dureté de sa voix s'était adoucie. Son regard exprimait désormais plus qu'une gratitude mesurée. Il exprimait du respect. Il exprimait de la confiance. Ils étaient assis ensemble à la table de la cuisine un matin, la neige fondant dehors sous un rare rayon de soleil hivernal. Thomas fixa son café intact, puis leva les yeux vers Sarah. Je dois contacter quelqu'un, une avocate en qui j'ai encore confiance. Elle était la conseillère de mon père avant de quitter le cabinet. Son nom est Caroline Mandé. Je ne sais même pas si elle va me croire maintenant. Sarah hocha la tête, rapprochant déjà son vieil ordinateur portable. Commençons par ça. Ils créèrent un nouvel email sous une fausse identité, utilisèrent un réseau privé virtuel et tapèrent un bref message codé. Sarah vérifia chaque ligne avant de l'envoyer. Je faisais ce genre de choses pour les clients, dit-elle avec un léger sourire. Pas des trucs illégaux, juste pour m'assurer que tout était en ordre. Tu étais vraiment doué dans ton travail, n'est-ce pas, demanda Thomas. Elle le regarda un instant, puis hocha la tête. Moi, si. Les jours suivants, ils travaillèrent côte à côte, réparant des étagères, réorganisant les stocks de nourriture, et même repeignant des graffitis dans la ruelle. Ils formaient une équipe improbable, le magnate de la technologie déchu et le comptable devenu tueur dans un refuge. Mais ça marcha. Un après-midi, Sarah les conduisit en ville pour se réapprovisionner. Au petit marché local, Thomas conduisit le chariot pendant que Sarah lisait sa liste.
Ils se chamaillèrent à propos de marques de beurre de cacahuète, rigolèrent un peu lorsqu'il renversa une pile de haricots en conserve, et s'arrêtèrent même. Je suis allé prendre un café au café du coin. Personne ne l'a reconnu. Il portait un bonnet enfoncé, la tête baissée. Aux yeux du monde, il n'était qu'un homme qui aidait un ami. De retour au refuge, tandis qu'il déchargeait les courses, Sarah a enfin partagé la partie de son histoire qu'elle laissait rarement sortir. C'était un jeudi, a-t-elle dit en s'essuyant les mains sur son jean. J'étais en train d'examiner les rapports trimestriels. Quelque chose clochait. Je l'ai signalé, j'ai suivi la piste et je l'ai rapporté au directeur financier. Thomas a écouté en silence. 2 jours plus tard, la sécurité m'a fait sortir du bureau, menotté, devant tout le monde. Les numéros avaient été modifiés et toutes les preuves pointaient vers moi. Même mon identifiant avait été utilisé. Tu n'as pas riposté. J'ai essayé, mais le vrai voleur connaissait le système mieux que moi. Mon avocat m'a dit que je pouvais soit assumer la responsabilité en silence, soit risquer des années de procès et peut-être une peine plus longue. J'ai accepté l'accord de plaidoyer. Thomas a serré la mâchoire. Tu n'as rien fait de mal. Je le sais maintenant, mais à l'époque, je remettais tout en question. Ma santé mentale, mes choix, elle croisa son regard. C'est pour ça que je l'ai reconnu en toi. Ton regard la première nuit. C'est le regard de quelqu'un à qui la vérité a été arrachée et remplacée par un mensonge trop gros pour être combattu seul. Il hocha lentement la tête, la tension dans ses épaules se dissipant. Tu n'as pas à me remercier, dit-elle. Promets-moi juste que quand ce sera ton tour de te relever, tu ne broncheras pas. Je ne broncherai pas, dit-il doucement. Pas cette fois. Plus tard dans la soirée, alors que le refuge se calmait, un vieil homme nommé Pet, l'un des résidents de longue date, était assis dans la salle commune, feuilletant un journal oublié par quelqu'un. Ses yeux se plissèrent en regardant la une. Un petit titre dans un coin disait « Thomas Whittaker, toujours porté disparu ». Les autorités restent muettes sur l'enquête. Le regard de Pet se porta vers le couloir, puis se reporta sur le journal. Il regarda à nouveau la photo granuleuse de Thomas en smoking, puis l'homme qui venait de passer devant lui avec un panier de couverture. Il attrapa son téléphone et sortit. Le vent était froid, mais la tentation était plus forte que la loyauté. « Je crois avoir trouvé votre milliardaire », murmura-t-il dans le combiné. « Combien vaut-il pour vous ?» Le bâtiment avait la même apparence, verre imposant, acier impeccable, le logo de Whittaker Dynamics brillant d'un bleu froid au-dessus de l'entrée. Mais pour Thomas, il ne lui ressemblait plus. Il était minuit passé, la ville était silencieuse sous une couche de neige, le parking presque désert. Thomas ajusta sa casquette et jeta un coup d'œil à Sarah à côté de lui. Elle portait un sweat à capuche sombre, des lunettes surdimensionnées et un air sérieux à couper le souffle. « Vous êtes toujours sûr de vous » murmura-t-elle. Il hocha la tête. Les serveurs de sauvegarde se trouvent au 2e sous-sol. Caroline a dit que les preuves étaient stockées localement. Courriel, documents signés, transaction log. Si on arrive à les récupérer et à s'en sortir indemne, on pourra tout prouver. Sarah resserra la sangle de son sac. Faisons vite, alors. Ils entrèrent par la vieille porte de maintenance. Thomas se souvenait encore du code de l'époque où il était PDG et, à son grand soulagement, il n'avait pas été modifié. La porte s'ouvrit avec un bruit sec, révélant un couloir sombre qui sentait l'air froid et le liquide de nettoyage. Il ouvrit la marche, d'un pas léger mais assuré, tous les nerfs à vif. À l'intérieur, les couloirs étaient étrangement silencieux. Des lumières de sécurité clignotaient au-dessus de leur tête, projetant de longues ombres. Ils atteignirent l'ascenseur, mais Thomas secoua la tête. Caméra trop risquée. Au lieu de cela, ils descendirent l'étroit escalier jusqu'au niveau des serveurs. Chaque marche leur semblait une descente dans la vie qu'il avait laissée derrière lui. Lorsqu'ils atteignirent la porte de la salle des serveurs, Sarah sortit une clé USB chiffrée par l'équipe de Caroline. Branchez-la sur le terminal Racine. Elle copiera et enverra tout dans un coffre-fort cloud sécurisé. Thomas ouvrit le panneau et tapa rapidement, ses doigts se souvenant de chaque frappe d'un système qu'il avait conçu. L'écran s'alluma et les données commencèrent à être transférées. Il se tourna vers Sarah, essoufflé. On doit patienter 6 minutes, puis on sera libéré. Mais avant qu'elle puisse répondre, une alarme retentit soudain. Un bip léger mais aigu qui s'amplifia. Thomas se figea. Détecteur de mouvement. Quelqu'un l'avait déclenché. À l'étage,
une voix grésilla dans l'interphone. Activité non identifiée détectée dans le sous-sol 2. Les équipes de sécurité se déploient immédiatement. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. On doit y aller. Thomas retira la clé USB dès que la barre de progression atteignit 100%. Ils se précipitèrent dans la cage d'escalier, s'élevant à toute vitesse tandis que l'écho lointain des bottes grondait en contrebas. Ils firent irruption dans le garage souterrain au moment même où les phares s'allumaient. Un SUV noir se tourna vers eux, moteur rugissant. Par ici. Thomas attrapa la main de Sarah et se précipita vers la sortie la plus éloignée. Le SUV accéléra, se rapprochant rapidement. Un agent de sécurité surgit du côté passager en criant. Thomas ouvrit une portière latérale et tira Sarah à l'intérieur au moment même où un coup de feu retentit. Des balles en caoutchouc, non mortelles, mais suffisantes pour les aplatir. La porte claqua derrière eux. Ils traversèrent la ruelle derrière le bâtiment en courant, le cœur battant, leur souffle perceptible dans l'air glacial. Un haut mur se dressait devant eux. « Je peux te booster », dit Sarah en s'accroupissant. « Vas-y. »« Non, vas-y, vas-y », Thomas s'appuya sur ses mains et bondit, agrippant le haut du mur. Il se releva, puis se pencha et tira Sarah au-dessus de lui, tandis que d'autres pas résonnaient derrière eux. Ils se laissèrent tomber de l'autre côté, trébuchèrent dans l'ombre et continuèrent à courir jusqu'à ce que la ville absorbe le bruit de leur poursuite. Quelques minutes plus tard, ils se réfugièrent dans un hangar de maintenance abandonné derrière un ancien dépôt ferroviaire. Thomas s'appuya contre le mur, haletant. Le sang maculait sa manche. « Tu es touché » dit Sarah d'une voix rauque. « Ce n'est rien » grimaça-t-il. « Juste une éraflure. »« Laisse-moi voir. » Elle déchira le tissu et examina la blessure. Une coupure superficielle déjà en train de coaguler, mais qui laisserait une cicatrice. « Espèce d'idiot » marmonna-t-elle en lui enveloppant le bras d'un foulard. « Ouais » souffla-t-il en souriant malgré la douleur. « Mais on a les dossiers. » Elle hocha la tête, puis s'assit à côté de lui sur le sol en béton, le silence s'étirant entre eux comme une respiration retenue. « Tu n'étais pas obligé de venir, » dit-il doucement. « Tu n'étais pas obligé de venir, » dit-il doucement. « Pour me protéger quand cette voiture est arrivée sur nous, » répondit-elle. Ils se regardèrent, vraiment. Et à cet instant, quelque chose changea. La confiance qui s'était construite depuis des jours se transforma en quelque chose de plus profond, de tacite mais d'indéniable. « Je ne sais pas ce que c'est, » dit Thomas d'une voix rauque. « Mais je sais que je ne l'ai pas ressenti depuis longtemps. » Sarah lui prit la main, ses doigts effleurant les siens. « Alors ne fuis pas, » murmura-t-elle. Et il ne le fit pas. 2 nuits après le cambriolage, Thomas était assis dans un coin du bureau du refuge, les yeux rivés sur un téléphone silencieux. Une seule lampe éclairait la pièce, projetant de longues ombres sur le bureau où Sarah se tenait à côté d'un ordinateur portable, vérifiant les paramètres audio pour la 3e fois. « Tu crois vraiment qu'elle va mordre à la meçon » demanda Sarah sans lever les yeux. « Elle le fera » répondit Thomas. « Nicole est trop ambitieuse pour abandonner le pouvoir. Elle pensera que je suis désespéré. Que je reviens en rampant. Et Alan ? Il n'est jamais loin. » Sarah hocha la tête, régla le gain du micro et regarda Thomas. « On n'a qu'une chance. » « Je sais. » Plus tôt dans la journée, Sarah avait contacté une ancienne connaissance, Lena Foster, une journaliste d'investigation farouchement indépendante, réputée pour sa capacité à démanteler les géants du secteur. Lena avait accepté de la rencontrer à une seule condition, des preuves. Des preuves réelles. Alors Sarah et Thomas lui ont présenté un plan. Dans le calme du bureau, Thomas prit une grande inspiration et composa le numéro de Nicole sur un téléphone jetable. Sarah appuya sur « Enregistrer ». Le téléphone sonna 1 fois, 2 fois, puis Nicole répondit d'une voix douce et calme comme de la soie. « Thomas. » Il laissa échapper un soupir tremblant. « Nicole, j'écoute. J'ai fait une erreur en disparaissant comme ça. Je n'aurais pas dû courir. » Un silence, puis une curiosité prudente. « Où es-tu ? » Je ne peux pas le dire, mais je veux arranger ça. Je sais que je ne peux pas revenir en arrière, mais je ne veux plus me battre. Je me suis dit que toi et Alan aviez peut-être raison. Un autre silence. Puis le ton changea. Confiant, intrigué. Allez-y. J'ai les documents que vous avez cachés. Je sais ce que vous avez fait, mais je sais aussi comment les faire disparaître. On peut encore avancer ensemble si vous me le permettez.
La ligne s'est tue. Sarah a jeté un coup d'œil à l'écran. L'enregistrement était clair. Finalement, la voix de Nicole est revenue, basse et rusée. Tu commences enfin à réfléchir intelligemment, Thomas. On peut faire disparaître ça. Alan a déjà ajusté les délais. Les audits correspondront. Il ne nous manque que ta coopération. Je veux revenir, dit Thomas. Dis à Alan que je jouerai le jeu. Je ferai même une déclaration. Dis que c'était un malentendu et que j'ai paniqué. Sarah serra les poings sous le bureau. Bien, répondit Nicole. Il fallait juste que tu comprennes qui a vraiment le contrôle. Entre discrètement et tout disparaît. Thomas a joué la carte de la discrétion. Il me faudra quelques jours pour tout mettre en place. Pas de problème, dit gentiment Nicole. Ne disparais plus. La ligne s'est coupée. Thomas fixait le téléphone, le cœur battant. On les a. Sarah était déjà en train de copier le fichier sur une clé USB, les mains fermes. Chaque mot, tout y est. 1 heure plus tard, Lena Foster était assise en face d'eux dans la minuscule salle à manger du refuge, écouteurs sur les oreilles, le visage de plus en plus sombre à mesure qu'elle écoutait l'enregistrement. À la fin, elle leva les yeux vers Thomas et Sarah avec une fureur sourde. Ça va tout brûler. Bien, dit Thomas. Lena hocha la tête. Donnez-moi 24 heures. Alors qu'elle sortait dans la nuit, clé USB serrée à la main, Sarah se tourna vers Thomas. Plus de retour en arrière maintenant. Je ne veux plus, répondit-il, les yeux rivés sur les siens. Plus maintenant. Et c'est ainsi que la dernière pièce du piège se mit en place. La nouvelle se répandit sur Internet comme une traînée de poudre. Quelques heures après la mise en ligne de l'enquête de Lena Foster, l'histoire explosa dans tous les grands médias. Le titre était brutal, brutal et indéniable. Un PDG milliardaire piégé par sa fiancée et son associé. Un enregistrement secret révèle une trahison massive de l'entreprise. L'article comprenait des extraits audio, des captures d'écran de documents et une chronologie de la fraude. La voix off de Lena narrait avec une clarté inébranlable, dévoilant Nicole Harper et Alan Royce pour ce qu'ils étaient vraiment. La réaction du public fut immédiate et viscérale. Le visage de Nicole, autrefois chouchou des magazines économiques et des influenceurs, apparut sur les écrans, accompagné de mots comme fraude, manipulateur et mandat d'arrêt. Alan Royce fut également nommé en entier. Tous deux étaient désormais officiellement en fuite et inculpés au niveau fédéral, notamment de fraude électronique, d'entrave à la justice et de complot. Le ministère de la Justice confirma la validité des preuves et délivra des mandats d'arrêt le jour même. Pendant ce temps, Thomas Whittaker, PDG au cœur des scandales, se transforma en lanceur d'alerte et survivant. Pendant des jours, les gros titres saluèrent son courage. Thomas Whittaker blanchit son honneur grâce à un retournement de situation stupéfiant. L'héritier déchu de la tech se rachète en révélant ses crimes. L'homme qui a quitté le pouvoir pour la vérité. Thomas garda le silence. Il lut les articles, regarda les interviews, écouta les juristes décortiquer les différentes facettes de la trahison, mais malgré tout, il resta au refuge, aux côtés de la femme qui lui avait sauvé la vie quand le monde lui avait tourné le dos. Puis la presse frappa à sa porte. Caroline Mandé, son avocate de confiance, organisa une conférence de presse officielle, une façon de clarifier les choses directement, publiquement. Elle invita Sarah, l'invitant gentiment à y assister. Thomas lui avait lui-même invité la veille. Il se tenait dehors sous un ciel froid, les étoiles à peine visibles au-dessus de la lueur de la ville. « Tu devrais être là, dit-il doucement. Tu étais là quand personne d'autre n'y était. » Sarah secoua lentement la tête. « J'étais là aussi quand les caméras ont déformé la vérité et fait de moi un méchant. J'en ai marre des projecteurs, Thomas. Je n'ai pas besoin que le monde sache qui je suis. Je veux juste vivre une vie authentique. » Il la regarda longuement, puis hocha la tête. « Je comprends. » Le lendemain, il se tenait seul à la tribune, les flashs fusant comme des orages autour de lui, sa voix claire et posée racontait la chronologie de la tromperie, de la trahison et de l'évasion. Il répondit aux questions. Il remercia les journalistes restés fidèles à leur intégrité. Mais lorsqu'on lui demanda s'il reprendrait son poste chez Whittaker Dynamics, sa réponse stupéfia la salle. « Non, dit-il. Je ne retournerai pas dans l'entreprise. » Halètement, murmure, frappe frénétiquement. J'ai appris que le pouvoir, aussi bien mérité soit-il, ne signifie rien sans des personnes en qui on peut vraiment avoir confiance.
Mon père m'a laissé une entreprise, mais ici, dit-il en se portant la main. J'ai trouvé mieux. Un but, de vraies relations, une chance de faire quelque chose pour aider les gens sur le terrain. Le refuge ne fit pas la une des journaux, mais c'est devenu l'endroit où Thomas retourna ce soir-là. Pas de service de sécurité, pas de limousine, juste lui, un sac de sport et une détermination tranquille. Sarah était dans la cuisine quand il entra. Elle se retourna, s'essuyant les mains sur une serviette, le regard calme, mais interrogateur. « Tu es revenu ?» dit-elle. « Je ne suis jamais vraiment parti, » répondit-il. Elle s'appuya contre le comptoir, le regardant avec un demi-sourire. « Et maintenant ? Tu disparais dans la vie normale. » Il s'approcha, comblant l'espace entre eux avec une douceur qui les surprit tous les deux. « Non, dit-il. Maintenant, je reste. Non pas parce que je fuis, ni parce que je dois quoi que ce soit à qui que ce soit, mais parce que je veux être ici avec toi. » Sarah retint son souffle. « Thomas, je suis tombée amoureuse de toi, Sarah. Entre réparer des tuyaux et esquiver des balles. Je t'ai vu et je n'ai pas pu détourner le regard. » Ses yeux scrutèrent son visage, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Ce n'est pas vraiment un conte de fées. » Il sourit. « Non, mais c'est réel. » Et tandis qu'elle se jetait dans ses bras, posant sa tête contre sa poitrine, elle réalisa que peut-être, juste peut-être, c'était mieux que n'importe quel conte de fées, parce qu'il avait été gagné par la vérité, par le feu, par le choix mutuel alors que le monde leur avait donné toutes les raisons de ne pas le faire. Et dans ce petit refuge tranquille bâti sur les secondes chances et l'espoir tenace, l'amour n'avait pas besoin d'un projecteur pour briller. Il suffisait juste de deux personnes assez courageuses pour tenir bon. L'odeur de cannelle et de pain cuit emplissait l'air tandis que les rires résonnaient dans le vieux centre communautaire. Des lumières scintillantes bordaient les fenêtres, projetant une lueur dorée sur les longues rangées de tables. Chacune d'elles était dressée avec soin. Les rires des enfants se poursuivant autour des chaises empilées, et un doux bourdonnement de musique résonnait sous ce joyeux chaos. Dehors, la neige tombait en flocons, recouvrant les rues en silence. Mais à l'intérieur, la chaleur pleuvait. Sarah se tenait près du buffet improvisé, aidant un jeune garçon à verser de la purée dans son assiette. Elle portait un pull vert foncé et un pendentif en argent en forme d'étoile. Simple, belle, et indéniablement elle. Un an s'était écoulé depuis la nuit d'orage où Thomas était arrivé en titubant dans son abri, ensanglanté et brisé. Depuis, tout avait changé. Et pourtant, la boucle était bouclée. Elle était désormais directrice financière du Haven Project, une association à but non lucratif fondée par Thomas après avoir quitté Whittaker Dynamics. Ensemble, ils étaient passés d'un abri à 6, répartis à travers l'État, chacun modelé sur les valeurs qui leur étaient chères, la dignité, la confiance et la seconde chance. Thomas avait adopté sa nouvelle vie avec une joie paisible. Fini l'homme qui signait autrefois des contrats de plusieurs millions de dollars dans des salles de réunion de grands studios. Maintenant il est arrivé en bottes de travail et manches retroussées, distribuant des manteaux et réparant des radiateurs cassés. Et malgré tout, il est resté aux côtés de Sarah, non pas comme un homme en quête de rédemption, mais comme quelqu'un qui avait trouvé un but. Ce soir, c'était la première fête de Noël annuelle pour les résidents des 6 refuges. Plus de 200 personnes remplissaient la salle, mangeant, riant, se consacrant à la guérison. Le succès était visible dans chaque sourire, chaque regard reconnaissant. Thomas la trouva près de la scène où les bénévoles distribuaient des chopes de cidre. « Tu m'as échappé » dit-il avec un sourire, glissant une main dans la sienne. « Tu étais trop occupé à conquérir toute la salle. »« Coupable » dit-il. « Mais j'ai quelque chose pour toi. » Elle haussa un sourcil. « Maintenant ? » Maintenant. Il la conduisit dehors, juste au-delà de la lueur des lumières, là où la neige flottait doucement autour d'eux. L'air était froid, mais pas mordant, paisible. De la poche de son manteau, Thomas sortit une petite boîte en velours. Ni spectaculaire, ni tapac sans grave-l'œil, juste authentique. Sarah la regarda, son souffle perceptible dans le froid. « Thomas, ce n'est pas une bague de fiançailles, » dit-il doucement en ouvrant la boîte. À l'intérieur se trouvait un anneau en argent gravé de motifs délicats évoquant des toits d'abri et des étoiles. Il scintillait subtilement sous la lumière des fenêtres. « Ce n'est pas pour te posséder, » dit-il. « Ce n'est pas pour te revendiquer ou te lier. C'est une promesse. » Elle leva les yeux vers lui, les yeux doux, le cœur ferme. « Une promesse que je resterai, » continua-t-il. « Que quoi qu'il arrive, bon, mauvais, ordinaire,
je ne fuirai pas. Ni ça, ni nous. Ses yeux s'emplirent de larmes lorsqu'elle tendit la main et toucha la bague. Tu es ridicule, murmura-t-elle. C'est un oui, demanda-t-il en souriant. Elle a pris l'anneau de la boîte et l'a glissé sur son doigt. Puis elle a lancé ses doigts avec le sien. Je n'avais pas besoin d'une bague pour savoir que tu resterais, a-t-elle déclaré. Mais je suis content que tu m'as donné un quand même un. De l'intérieur, le bruit des cloches de l'église a commencé à sonner. Le vieux carillon antique du refuge, maintenant restauré et sonné par une petite fille dans une écharpe rouge, qui rit à chaque péage. Sarah se pencha en lui, posant sa tête contre sa poitrine tandis que les cloches chantaient dans les airs. Deux personnes que le monde avait rejetées une fois de côté maintenant maintenues la main, entourées de la chaleur de la vie qu'ils avaient construite. Pas parfait, non sans cicatrices, mais réel et durable. Et à ce moment-là, sous la neige et les étoiles et le carillon doux de l'espoir, le bonheur est finalement resté. Et donc, d'une nuit de Noël enneigée à une année remplie de guérison, de confiance et de seconde chance, Sarah et Thomas ont trouvé quelque chose qu'aucun d'eux ne s'attendait. L'amour n'est non pas des contes de fées, mais de la vérité, de la résilience et du choix tous les jours. Parce que parfois le genre le plus puissant de l'amour est celui qui reste lorsque le monde s'éloigne. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à des histoires émouvantes, où chaque histoire est un voyage d'espoir, de guérison et de la belle force de l'esprit humain. Nous vous apportons de vraies histoires qui bougent l'âme et peut-être, changer une vie. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans l'histoire suivante.